Bonjour à tous, bienvenue sur la MJ Radio. Cette émission est présentée par Camille et préparée par nos reporters Serena et Ilan. Les titres du jour sont les événements marquants des mois derniers, zoom sur notre patrimoine minier, la programmation à venir. Tout de suite, le bilan des derniers événements de la MJC. Comme tous les ans, la MJC réunit ses adhérents pour son assemblée générale. Celle-ci est l'occasion de faire le bilan de l'année, voter le budget, donner ses perspectives pour l'année suivante, ou encore d'élire les nouveaux membres du conseil d'administration. En quoi la présence des jeunes est-elle indispensable ? Cela est très important, puisqu'une MJC, c'est une maison des jeunes et de la culture. Il faut donc que les jeunes soient présents, leur permettant de montrer leur investissement et leur participation dans la maison, de mieux comprendre le fonctionnement de chaque secteur, ou encore de voter s'ils ont plus de 16 ans. Malgré une saison chargée et intense, le bilan de celle-ci est plutôt positif. Nous pouvons cependant déjà annoncer le coût des adhésions augmentera légèrement la saison prochaine. D'accord, merci pour ce rappel. Le lendemain a eu lieu la MJC Cup Live, un tournoi de jeux vidéo organisé par le secteur jeunesse. Cette année, les jeunes ont décidé de partir sur le jeu Super Smash Bros Ultimate. Celui-ci a réuni 8 équipes qui se sont affrontées pour atteindre la victoire. Voici d'ailleurs un extrait de la finale. Attention, le suspense! Ah oui, on sent que la pression était au rendez-vous. Oui, puisque l'équipe gagnante a remporté une carte cadeau de 50 €. Mais toutes les équipes ont été récompensées pour leur participation. Rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition. Dernier événement en date, les vacances scolaires d'avril où les jeunes ont pu profiter d'une semaine d'activités libres et d'une semaine thématique autour de l'histoire du bassin minier, où ils ont pu par exemple visiter le centre historique minier de Loward ou encore rencontrer Édouard Kluska. Interview que vous retrouverez à la fin de cette émission. À présent, replongeons-nous 100 ans en arrière. Direction les mines. Et oui, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de notre patrimoine régional, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. J'ai une question avant cela. Qu'est-ce que le bassin minier ? Le bassin minier, c'est un territoire du nord de la France marqué par l'exploitation intensive du charbon pendant presque 300 ans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Qui a été affecté par cette exploitation ? Toute la population du Nord et du Nord-Pas-de-Calais. Cette exploitation a changé l'économie, le paysage ou encore la culture de la région. Enfants, femmes et hommes ont travaillé dans les mines. Ils descendaient tous dans les mines ? Non, il y avait ceux qui travaillaient dans les puits de mines, les hommes et les enfants, et ceux qui travaillaient à la surface, principalement les femmes. On peut différencier les mineurs en 4 catégories. Les piqueurs, c'est ceux qui étaient chargés d'abattre le minerai. Les haveurs, qui entaillaient la roche. Les herscheurs, principalement des enfants qui étaient chargés de remplir et pousser les wagons. Et enfin, les receveurs, qui étaient placés à la porte de l'ascenseur et devaient se charger de la circulation verticale. Concernant les femmes, leur principale tâche était le tri du charbon qui remontait. Ce sont des métiers durs et physiques. Leur quotidien leur permettait de se reposer suffisamment ? Non, du tout. Les mineurs se levaient très tôt, vers 4-5 heures. Ils descendaient dans les mines et restaient 10 à 12 heures par jour, avec un peu de pause. Leur repas, le briquet à casse-croûte, composé de tartines collées entre elles par du saindoux. De la moutarde ou du fromage était pris très rapidement. Lors de leur remontée, en fin de journée, les mineurs partaient à la salle des pendus afin de se laver. Ils rentraient ensuite chez eux, retrouvaient leur famille et dînaient. Certains avaient un petit jardin potager leur permettant de cultiver afin d'économiser. Ils pouvaient également avoir des poules, lapins ou chèvres pour les œufs, le lait et la viande. Les mineurs se retrouvaient autour d'un verre dans des estaminets et allaient à la messe du dimanche, rituel très important. Ce sont là des conditions assez difficiles. Il n'y a eu aucune amélioration de leur statut ?
À plusieurs reprises, les mineurs ont manifesté et ont fait grève, sans trop de changements. C'est lors de la nationalisation des mines en 1945 que le statut du mineur a été créé, leur permettant de travailler dans de meilleures conditions. Les corons et cités minières ont par ailleurs été restaurés dans les années 1970, leur permettant d'avoir l'eau chaude, le gaz ou encore le tout à l'égout. À part le travail et le jardin, les mineurs avaient quand même des occupations, des loisirs? Les compagnies minières développent à partir du 19e siècle des sociétés de gymnastique, de tir, mais aussi des sociétés musicales, harmonie, chorale, batterie en fanfare. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le côté paternaliste du patronat minier dans le financement de ces activités. Les mineurs pratiquent également la colombophilie. Nombreux étaient les pigeonniers dans les corons et les cités minières, le javelot, le bilon, les jeux de cartes dans les estaminets, le tir à l'arc. Le jardinage était également son importance. Il permet de fournir des légumes en plus de l'élevage des lapins, volailles, cochons. Au début du XXe siècle se développe le très populaire football. Il y aura plus d'une centaine de joueurs professionnels, dont une vingtaine d'internationaux qui sortiront des mines. Tempowski, Stacco, Marmontel, Maznagoueti à Valenciennes. Lech, Stanis, Zvoniski, Fernandez à Lens ou encore Copa à Neux-les-Mines. Le bassin minier fut un riche réservoir de joueurs pour le football français. Merci à tous pour toutes ces informations et pour votre écoute. Nous vous laissons à présent avec l'interview d'Edouard Kluska, professeur à la retraite et artiste ayant travaillé sur la mémoire du bassin minier. Bonne écoute, à bientôt! Bienvenue à la MJC de Lambrou-les-Doués. Nous sommes des jeunes du secteur jeunesse de cette MJC et nous aimerions vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle tout simplement Edouard Kluska, donc je suis enfant de mineur. Donc j'ai habité à Decesval. À Decesval, c'est une partie de Somain. Donc Somain, vous connaissez plus facilement. Decesval, c'est une partie de Somain, c'est un hameau, c'est même une cité, ça s'appelle une cité. Et c'est dû à la compagnie d'Aniche, parce que Monsieur Decesval, c'était un des directeurs. Et quand la mine de Decesval a été créée, donc dans les années 1902, 1903, 1904, Monsieur Decesval est décédé et du coup, on a donné ce nom à la mine de Decesval. Voilà. Et est-ce que c'était dur de vivre à côté des mines avec le charbon, etc. Alors nous, en tant qu'enfants, pas du tout. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu, parce que nous sommes une génération, donc, juste après-guerre. Moi, je suis né en 1953, et il y a eu toute une politique de faire repartir la France. Donc, le travail de mineur était bien sûr difficile, mais c'était un travail qui était, un peu, par le gouvernement, un peu aidé. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de facilités, il y avait le logement, bien sûr, il y avait le charbon, et les mineurs étaient bien payés. Faut dire qu'ils étaient bien payés. Voilà. Mais c'était très dur, parce que descendre à la mine à 300, jusque 900 mètres à Decesval, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est très dur pour le mineur et pour la famille, pour la femme du mineur. Il y avait toujours cette angoisse de la part des femmes, des enfants. Et quand la sirène sonnait à la mine, ça arrivait assez souvent. Ça pouvait être pour un accident tout simple, entre parenthèses tout simple, mais ça pourrait être un accident très très grave où il y avait des décès. Alors moi j'habitais juste en face des corons. Un coron, ce sont les compagnies privées avant 1945 qui ont installé ces corons. Avant aussi, il y avait déjà des corons. Et les corons, c'était un ensemble de maisons plus ou moins identiques, près de la mine. Et donc, autour de ce coron, il y avait bien sûr une église
L'Église c'était un peu voulu parce que l'Église c'était pour contrôler. Il y avait beaucoup. Moi, je suis d'origine polonaise. Il y avait beaucoup d'Italiens et l'Église. Il y avait même le curé qui était envoyé de Pologne, le curé qui était envoyé d'Italie pour essayer un peu de rendre les gens un peu calmes, paisibles. Voilà, pas trop revendiqués. Je le dis. Hein, je ne suis pas un militant, mais tout est calculé. Ensuite, il y avait l'école. J'allais dire l'école des mines, pas l'école des mines pour créer des ingénieurs, mais l'école qui était installée par les compagnies. À Decesval, il y avait 2 très belles écoles primaires, maternelles, primaires. Voilà. Et avant la guerre, avant 45, c'était des enseignants payés par les mines, puisque c'était privé. Donc ils avaient aussi leur logement, etc. Donc au niveau des logements, c'était des logements très très à mon avis, très correct, parce qu'il y avait une concurrence entre les compagnies. Il y avait la compagnie d'Anzin, il y avait la compagnie d'Aniche, il y avait la compagnie, moi sur le coup je ne sais plus, et il y avait une concurrence, parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Donc les mineurs, s'il entendait que dans cette compagnie-là, il y avait un autre avantage, où on était mieux payé, où il y avait, je sais pas, un autre avantage, voilà. Donc il pouvait changer de compagnie. Donc tout était fait pour que les compagnies soient agréables. Bien sûr, on va me rétorquer, est-ce que le mineur, après sa journée, il appréciait ? Oui et non, mais sa famille appréciait. Donc il y avait aussi, à côté, il y avait le service sanitaire, il y avait un dispensaire il y avait aussi les pigeonniers. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire c'était pour occuper le mineur quelque part. Hein. Il y avait le pigeonnier, il y avait les harmonies municipales, il y avait qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre sur le coup, je ne sais plus, les concours de billons, tout ça c'était un peu organisé. Et il y avait aussi les jardins familiaux. Et les jardins familiaux, n'importe comment, c'était dans la mentalité des mineurs de l'époque. Maintenant, quand vous vous promenez, vous voyez qu'il n'y a plus tellement de jardins devant les maisons des mines. Et c'est un peu dommage. Et il y avait même des concours de jardins. Voilà. Et il y avait aussi, surtout avant la guerre, ça a continué après la guerre, il y avait ce qu'on appelait un garde. Un garde, c'est-à-dire un garde des mines. C'est-à-dire, il se promenait. Voilà, il regardait si la maison était entretenue, si les rideaux n'étaient pas trop sales, voilà. Et tout ça, c'était quelque part, ça s'appelle du paternalisme, d'accord ? C'est comme si c'était un père là-haut, voilà, qui gérait tout ça pour que tout se passe bien, sans trop de revendications, donner des petites choses, etc. Voilà. Donc c'était ça, cette ambiance. Alors moi, pourquoi j'ai ensuite, avec mes élèves, donc je vais peut-être répondre à des questions qui vont arriver, en 1995, j'ai voulu absolument travailler sur la mine. Parce que la dernière mine a fermé en 1990, à Ouani. Voilà. Et tu sais, comme tout va très vite. On oublie très vite. Donc, je me suis dit absolument avec les enfants, il faut que je fasse un arrêt là-dessus. Donc, j'ai commencé à travailler en 1994-95 sur la mine. Voilà. Merci pour toutes ces informations et je vais revenir sur ce que vous avez dit, vous êtes polonais. Est-ce que votre famille a un rapport avec l'immigration polonaise de 1920 ? Alors ma famille, non. Ma mère, elle est arrivée en Pologne dans les années 35, entre 35 et 40. Elle est arrivée à Béthune. Voilà. Donc à l'époque, la Pologne était très très pauvre. Hein. Et les fermiers de France, surtout du Nord-Pas-de-Calais, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Parce que tout n'était pas mécanisé comme maintenant. Et mon papa, c'est pas du tout, il n'est pas du tout venu avant. Mon papa, il est venu en 45. Alors, il est venu en 45 parce que mon papa était, si tu veux, polonais, mais silésien. Alors, c'est un peu compliqué pour vous. La Silésie, c'était une partie de la Pologne qui a appartenu à l'Allemagne à un moment. Voilà. Donc, mon papa, il a été dans l'armée allemande, bien qu'il soit polonais.
Il avait la nationalité allemande, mais il était polonais. Voilà. Et en fin de compte, il habitait pas loin de chez ma maman en Pologne. Donc ils se sont connus après la guerre. Voilà. Mais mon papa parlait polonais, comme un polonais. Il parlait allemand, et après il s'est mis plus ou moins à parler en français. Alors du coup que mon papa, moi je t'explique, hein, mon papa il était allemand, donc il a été prisonnier de guerre. Il était marin, donc à Narvik en Norvège, et il a été prisonnier donc à la fin de la guerre bien sûr, et il est allé dans un camp de prisonniers à Barlin. Barlin, c'est pas Berlin, hein. Barlin, c'est à 40 km d'ici, c'est dans le Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, il y avait un camp de prisonniers. C'est-à-dire, il y avait ce camp de prisonniers pour aller travailler dans les mines. Parce que beaucoup de mines ont été noyées, ont été saccagées. Donc, les Français, les compagnies, hein, bien que c'était déjà nationalisé, avaient besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a eu des accords entre la France, entre l'Allemagne, et les prisonniers allemands sont venus en France et ils avaient le droit de travailler. Et au bout de quelques années, ils avaient le droit soit de repartir, soit de rester en France. Voilà. Donc, c'est mon papa, tout simplement. Alors, moi, j'ai habité à Decesval et j'ai baigné dans cette ambiance. Donc, l'ambiance des mineurs, c'était une ambiance très forte de camaraderie. Parce qu'au fond de la mine, tout le monde est pareil. Je veux dire, s'il y a un coup de grisou, s'il y a une explosion, s'il y a une voûte qui tombe, qu'on soit français, polonais, allemand, quelle que soit la nationalité, on est pareil. Donc il y avait une très grande solidarité. Et dans les courants aussi, les femmes aussi. Bon, parfois, elles discutaient un peu, c'est normal, mais il y avait une très grande solidarité, ils se rencontraient, voilà, les Polonais peut-être un peu plus entre eux, etc. Et il y a eu, alors, l'émigration, comme tu voulais savoir, donc, l'émigration surtout en 1920, les Polonais en 1920, c'était des accords, encore une fois, des accords entre la Pologne et la France. Alors on pense toujours que oui, c'est bien sûr que c'est pour le bien de l'ouvrier, mais là-haut il y a toujours c'est chapeauté par des politiques, par des banques, tout ça, c'était chapeauté. Et surtout, si tu veux le savoir, il y a eu énormément de Polonais. Est-ce que tu connais Oisier ? Oui. Alors à Oisier, à la cité de la Clochette, quand elle a été créée en 1920-1925, il y avait, tu te rends pas compte, 90% de Polonais dans le coron. 90% de Polonais, voilà. Merci. Et je voulais vous demander, avec les jeunes du secteur jeunesse de la MJC, nous sommes allés au centre historique minier de Loarde. Est-ce que la représentation est la même que dans les vraies mines, ou est-ce que ils ont changé des choses ? Alors, disons, moi j'y suis allé il y a très longtemps, puis j'y vais encore de temps en temps. J'y suis allé il y a très longtemps, et quand ils représentaient la cuisine, pour moi il y avait un élément qui manquait, c'est la serviette de mineur. La serviette de mineur, j'ai des photos ici, vous la verrez, c'est une serviette caractéristique, à petits carreaux, pleine de lumière, voilà. Ensuite, ce qui m'a aussi... ce qui m'a paru très très intéressant, c'est la reconstitution des galeries. Ensuite, il y a sûrement des choix. Il y avait des choix à l'intérieur pour représenter chaque pièce. Il y avait des éléments par-ci, par-là. Moi, je pense que c'est très... pour ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas la mine, c'est très très bien fait, c'est bien organisé. J'aime beaucoup, c'est la salle des pendus. La salle des pendus parce que c'est la salle d'origine. Et j'aime beaucoup ces vêtements qui pendent avec le crochet, voilà. Sinon, c'est-à-dire maintenant, même au niveau des expositions, il y a des expositions bien sûr de matériel, etc., d'ustensiles, mais même les artistes maintenant, il y a un tel recul, puisque la dernière mine a fermé en 1990, donc il y a, si tu sais compter, 35 ans, et travailler sur la mine maintenant,
À mon avis, c'est assez difficile. Si on est descendant des mineurs, oui, mais parce que l'exposition que tu vas avoir ici à la maison de à la MJC, ce sont avec des enfants qui ont connu la mine. Peut-être pas leurs parents à Dorigny, mais leurs grands-parents. Et ils habitaient dans des corons. Donc, il y avait, à l'intérieur des maisons, quand j'ai visité avec les élèves, on retrouvait l'ambiance qu'il y a dans chaque maison des corons. Voilà. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Alors, justement, vous venez exposer à la MJC au mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos œuvres ? Je vais te dire quelque chose, j'aime pas trop en parler avant. Je préfère que les personnes le voient et en parler soit le jour du vernissage, en discuter, qu'expliquer. Bon, dans tout ce que j'ai dit auparavant, je l'ai un peu expliqué. Donc cette exposition, c'est surtout sur cette notion de travail, bien sûr le mineur, mais surtout la femme de mineur. Et c'est la volonté, je vais un peu résumer, c'est la volonté de la femme de mineur de garder sa maison toujours propre. Alors à ton avis, ou à votre avis, à ton avis, pourquoi ? Pour que quand le mineur y rentre, il voit que ce soit propre et donc qu'il soit content. Oui, ça peut être une raison, c'est vrai, mais une autre raison. Tout à l'heure, je t'ai dit, les corons étaient près de la mine. Non, mais le souci, c'est que tu es trop jeune. Tant mieux pour toi. La mine produisait énormément de poussière. Il y avait déjà une cheminée. Il y avait de la poussière parce que le charbon remontait. Il y avait les wagons de charbon qui voyageaient. Donc, il y avait énormément de poussière. Moi, j'habitais, mettons, je me demande si c'est pas 800 mètres, peut-être plus, 800 mètres de la mine, on sentait la poussière. Donc, que fait la poussière quand elle se pose ? Ça fait des saletés et salit, après... Voilà. Maintenant, les corons sont rénovés, les briques sont nettoyées, etc. Donc, les briques sont assez rouges. Mais il y a encore 30-40 ans, les briques étaient noires. Alors, cette poussière, que tu disais, elle entre partout. Donc, il fallait absolument que la maman, moi je dis la maman, la mère de famille, elle nettoie. Mais autre chose, parce que non, je vais pas le dire ça, il y avait toujours un peu le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Et aussi, il y avait ce sacré garde. Si la maison n'était pas propre, si les rideaux étaient un peu sales, si le jardin n'était pas bien fait, il pouvait avoir des remarques un peu désobligeantes du garde. Et un garde avait une influence. Par exemple, si le mineur ne travaillait pas bien, ou bien, bon, ça je pense pas, mais si le mineur avait des revendications particulières, etc. Donc le garde pourrait dire, oui, voilà votre maison, etc. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà l'exposition, c'est un peu sur la volonté surtout de la femme de mineur de garder sa maison propre. D'accord. Et j'ai une question à vous poser. Dans quelle école avez-vous travaillé ? Alors, moi, j'ai tout simplement travaillé à Dorigny, à Denis Papin, mais j'ai surtout travaillé à Pondichéry, en Inde. J'étais enseignant en Inde et j'étais enseignant à Bilbao, en Espagne. Et le fait de travailler dans un autre pays, ça nous ouvre un peu là, parce que on a toujours l'impression, dans son pays, français ou... Bon, moi, je suis en France, donc je suis français, que nous sommes les meilleurs, quelque part. Que les autres, ouais, c'est pas terrible. Mais il suffit de les connaître, de vivre avec eux, pas partir en vacances 15 jours, hein, de vivre avec eux, et on remarque très bien que nous sommes déjà pas les meilleurs, que les gens sont partout pareils, qui veulent travailler un peu, qui veulent manger, qui veulent vivre, qui veulent aimer, etc. Voilà. Nous sommes tous pareils. Et ça m'a
bien que j'avais déjà, à mon avis, hein, j'avais déjà un peu l'esprit, parce que le fait de partir à l'étranger, il faut le faire, parce que même à l'époque, les jeunes, les enseignants de mon âge, ils me disaient, tiens, tu t'en vas? Oui, oui. Voilà. Donc c'est ça, c'est connaître l'autre et le respecter. Et peut-être même l'aimer. Qu'on soit français, italien, polonais, américain, algérien, marocain, voilà. Et j'aimerais vous poser une question justement grâce à ça. Est-ce que ça vous a pris du temps à apprendre les langues pour pouvoir enseigner là-bas? Alors, à Bilbao, à Pondichéry, j'étais dans un lycée français. Donc en enseignant français. Alors, petite généralité, dans chaque pays, à l'époque, mais encore maintenant, il y a des lycées français, des collèges français. La langue française était très répandue, peut-être un peu moins maintenant. Par exemple, tu sais que les 3 meilleurs lycées, c'est pas des lycées français en France, c'est le lycée de Vienne, de New York et de Londres. C'est les meilleurs lycées au monde français. Alors, bien sûr, ensuite, il faut parler anglais. Parce que les Pondichéryens, il y avait encore des... Puisque c'est un comptoir, hein, j'ai pas dit. Un comptoir, c'est-à-dire que ça a appartenu à la France jusqu'en 1946. Donc il y avait un consul français, il y avait une mairie française, il y avait des fonctionnaires français. Et donc on parlait français et les enfants qu'on avait descendaient des enfants de familles françaises. Soit des militaires français, indiens mais français, qui étaient dans l'armée française. Donc on a eu beaucoup de ces enfants-là. À Bilbao, non. À Bilbao, c'est une volonté d'un groupe de personnes espagnoles qui voulaient qu'on apprenne le français. Donc à Bilbao, il y a un lycée collège français. Aussi bien à San Sébastien. San Sébastien, c'est à la frontière française. Voilà. Donc, à Bilbao, bien sûr, j'ai parlé espagnol. Mais avec mes élèves, le but, j'étais enseignant maternel, et la meilleure façon que les enfants apprennent le français, c'est parler français. Même avec des petits qui ne connaissent pas le français. Voilà. D'accord, merci beaucoup.